j'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc, Rodolphe Bocquet, je suis un des 3 cofondateurs de Beyond Ratings avec Michel que vous venez d'entendre, Sylvain qui est à la droite de Gaël. Je me suis dit que j'allais commencer cette présentation de manière un peu différente des présentations habituelles, que j'allais commencer par la fin, par les remerciements. Alors évidemment, pour vous remercier d'être présent aujourd'hui, pour remercier le pôle Finance Innovation de nous accueillir, pour remercier nos intervenants de grande qualité d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Mais les remerciements que je veux adresser, ils concernent surtout toutes celles et ceux qui, au travers de l'actualité, lors des derniers mois, ont contribué à soutenir notre activité. Alors je vais en citer quelques-uns en présentant mes excuses pour tous ceux que je ne pourrais pas citer, puisque la liste est extrêmement longue. Donc, je voudrais remercier l'État islamique pour avoir remis un peu d'animation dans une région du globe qui était un peu trop stable jusqu'alors. Je voudrais remercier la Russie et l'Ukraine d'avoir remis au goût du jour 2 de mes jeux de société préférés pendant mon enfance. Je voudrais remercier les majors pétrolières pour leurs difficultés dans leurs projets d'exploration. Je voudrais remercier les utilities européennes au travers de leurs questionnements existentiels face à des stratégies énergétiques auxquelles elles ont du mal à s'adapter. Je voudrais remercier tous celles et ceux qui, malgré le réchauffement climatique, ont du mal à payer leurs factures énergétiques, et ils sont de plus en plus nombreux. Je voudrais remercier l'Écosse, qui envoie un message fort utile à tous ces adolescents qui sont en crise contre leurs parents et qui voudraient quitter le foyer familial, l'Écosse leur rappelant qu'il faut avoir les moyens de son indépendance, et notamment les moyens énergétiques. Moi, président, je vais réformer la fiscalité de prix de l'énergie. C'est ce qu'ont dit 2 candidats aux élections présidentielles des 2 plus grandes ou 2 des plus grandes démocraties mondiales, l'Inde et l'Indonésie. Et une fois élus, ils ont commencé à le faire. Et je les remercie d'avoir porté dans le débat présidentiel ce sujet de la fiscalité de l'énergie, qui est un sujet absolument essentiel. Remercier aussi la Commission européenne qui ne fait pas que des stress tests bancaires, elle fait aussi des stress tests énergétiques sur les conditions d'approvisionnement en termes de gaz. Remercier David Cameron qui a organisé avec brio des inondations absolument formidables dans son pays pour redonner le sens de l'Europe à ses compatriotes. Remercier la Californie qui en est dans sa 3e année de sécheresse, qui détruit des milliards de valeur ajoutée, des dizaines de milliers d'emplois, et qui a aussi pour effet de réduire par 2 son potentiel de production hydroélectrique. Remercier tous ces entrepreneurs illustres et moins connus qui sont en train d'inventer les modes de production d'énergie, les modes d'utilisation de l'énergie et les modes de financement de ces projets énergétiques du XXIe siècle. Remercier le Venezuela qui prend le relais du Nigeria pour démontrer que disposer de ressources pétrolières abondantes, ça peut être une malédiction. Dans ces remerciements, enfin, j'ai 2 mentions spéciales. Une mention collective pour tous celles et ceux qui s'imprègnent de l'esprit de Coubertin et qui chaque jour ou chaque année font en sorte que l'on aille plus haut, plus loin et plus fort, notamment en termes d'évolution des températures et du changement climatique, puisque à chaque année succède une nouvelle année de record. Évidemment, cette liste ne serait pas complète si je ne terminais pas par l'OPEP. L'OPEP qui nous a fait cet immense plaisir de mettre récemment, de manière spectaculaire, un terme à l'insupportable stabilité des prix du pétrole que ce graphique illustre. Accessoirement, cette évolution des prix du pétrole, elle a un effet sur la réduction de la facture énergétique européenne, qui est à peu près équivalent au plan Juncker en volume que Michel évoquait. Ce dont je veux vous parler dans la dizaine de minutes qui restent, c'est donc de risques, de matérialité financière,
de responsabilité fiduciaire telle qu'elle a été évoquée dans le discours d'introduction de ces échanges, d'intérêt général et d'expertise innovante. Gaël nous a indiqué que le poids de l'énergie dans la croissance, le poids de la consommation énergétique était beaucoup plus important que ce qu'on avait l'habitude de prendre en compte. Finalement, ce ne serait pas si grave, cette erreur d'appréciation du poids de l'énergie, si on était dans un univers constant, si on était dans une situation énergétique stable qui perdurait. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, on est dans une situation de forte instabilité des prix qui perturbe les modèles économiques, les business models énergétiques, ce qui à son tour impacte la capacité de production, ce qui a un effet de rétroaction sur la demande, avec des pays qui, en raison de ces incertitudes économiques, technologiques, de l'acceptation sociale de leur population, n'arrivent pas à déterminer des stratégies de long terme suffisamment claires en matière énergétique, avec une géopolitique de l'énergie qui évolue extrêmement fortement, une situation du premier consommateur d'énergie qui a considérablement évolué lors des 10 dernières années, sans qu'on sache ce qu'elle sera dans 10 ans. Et tout ça dans un contexte où l'humanité s'est lancée dans la plus grande expérimentation qui ait été jamais réalisée, c'est-à-dire celle où l'on place la planète dans l'éprouvette. Benjamin Constant a écrit que les habitudes étaient un élément consubstantiel au bonheur. Il va falloir que l'on trouve d'autres sources de satisfaction que l'avenir énergétique et climatique de ce point de vue. J'ai mis ici un petit graphique qui est tiré de notre note de conjoncture mensuelle d'octobre et qui représente l'évolution d'un certain nombre de chiffres. Les barres bleu foncé, celles qui sont les plus élevées, ce sont les investissements en exploration, production pétrolière et gazière. Et vous voyez que pour des productions qui, sur cette période, sont restées extrêmement stables en termes de volume sur les fossiles conventionnels, l'effort financier d'investissement qui est réalisé pour aller chercher la même quantité d'énergie évolue de manière absolument spectaculaire. En bleu clair, vous avez une série qui est moins importante en valeur, qui est aussi tendanciellement à la hausse, même si ces dernières années, c'était un peu plus compliqué, ce sont les investissements en énergie renouvelable. Et puis en violet, vous avez des barres qui parfois atteignent des éléments, enfin des valeurs qui sont assez inquiétantes, qui sont les dommages liés aux catastrophes naturelles climatiques. Oui, aux catastrophes climatiques, pardon. Sachant que pour 2014, l'absence de barre violette n'indique pas qu'il ne s'est rien produit naturellement. Une autre façon de vous dire ça, et peut-être de manière plus triviale, c'est que ça va swinguer, ça va être rock'n'roll. Il va y avoir des gagnants et des perdants. Les cartes vont être battues et rebattues, et qu'il va falloir probablement attacher sa ceinture de sécurité pendant un certain moment, et que le signal lumineux risque d'être allumé pendant encore un bon bout de temps. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de me croire, mais faites au moins confiance à un spécialiste du sujet. Je trouve que, je ne sais pas si c'est un acte manqué, mais le sponsoring par Gazprom d'un des roller coasters les plus impressionnants d'Europe, qui se trouve en Allemagne, est une métaphore formidablement parlante de ce qui nous attend. Donc l'énergie détermine la croissance et l'avenir énergétique est extrêmement incertain et volatile, énergétique et climatique. Donc se pose la question, une fois qu'on a pris conscience de ces éléments, de savoir comment on va gérer, comment on va piloter ce risque. Alors, évidemment, ce qui vient à l'esprit, c'est de se dire, ça va être assez simple en fait par rapport à ce sujet. On va regarder les pays producteurs nets et puis les pays importateurs nets. Donc on va se donner comme indicateur, un indicateur assez simple qui est celui de l'indépendance énergétique. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que ça.
et que pour apprécier cette résilience énergie-climat des économies de manière performante, il faut regarder beaucoup d'autres paramètres. Des paramètres de risque technologique, des paramètres de diversité du mix, de niveau des prix, de fiscalité, d'intensité énergétique de la valeur ajoutée, qui est évidemment très différente d'une économie à l'autre, de la qualité des infrastructures, densité carbone, de risque climatique. L'ensemble de ces indicateurs sont importants, ils sont parfois, ils pointent parfois dans des directions opposées, on peut être performant sur l'un et moins performant sur l'autre, et ils donnent une combinaison de solutions qui fait qu'en fait, on a entre les nations une grande diversité de situations. Je vais faire une coupure, là, comme ça, Rodolphe peut reprendre ses esprits. Juste, on n'a pas pu tout mettre là-dessus, mais pour répondre à la question d'Hervé qui était comment on prend en compte le problématique climatique, un des sujets qu'on regardera quand même beaucoup, c'est l'agriculture. C'est très impactant d'abord pour les pays riches qui sont souvent exportateurs, c'est très impactant bien sûr pour les pays importateurs qui sont très nombreux dans les pays en développement. Et l'agriculture est très très corrélée, la Banque mondiale le dit maintenant haut et fort, au prix de l'énergie, notamment au prix du pétrole. Hein. C'est beaucoup de pétrole, notre agriculture mondiale. Et c'est quand même un domaine qui est clé, une extraordinaire sensibilité. On voit bien ce qui s'est passé pendant le printemps arabe et la hausse des prix agricoles qui a conduit à des tensions. Et c'est quand même très touché par le problème du climat. Notamment des problèmes d'impact fort avec des stress, parfois d'une très grande violence, sur le sujet agricole. Donc ça, c'est une dimension qu'on regardera, qui fera le lien avec tout ça, mais on ne pouvait pas tout mettre sur le graphique, donc on a allégé. Donc une grande diversité de situations nationales. Le Brésil ne ressemble pas à l'Afrique du Sud, l'Indonésie ne ressemble pas à la Turquie, l'Italie ne ressemble pas à la Pologne, l'Allemagne ne ressemble pas aux Pays-Bas, l'Angleterre ne ressemble pas à la Norvège. Donc tout ceci, si je veux faire une rapide synthèse, ça nous donne quand même une nouvelle équation pour les risques souverains. Je vous la rappelle dans des termes beaucoup plus simples que ceux que Gaël a employés tout à l'heure. On a une consommation d'énergie qui détermine la croissance de manière beaucoup plus significative que ce qu'on pensait. On s'engage dans un avenir, enfin un futur énergétique et climatique extrêmement incertain et volatile, et on a une large dispersion des situations nationales. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de responsabilité fiduciaire, en termes des gestionnaires d'actifs, des contrôleurs de risque, c'est plus possible de regarder cette question des risques souverains sans avoir un éclairage extrêmement précis, documenté, objectif, de la manière dont ces questions énergie-climat déterminent ce risque souverain. Risque souverain, pour en dire deux mots, qui est extrêmement structurant dans la sphère économique. Les obligations souveraines, c'est 41% des émissions obligataires mondiales. Si on y ajoute les émissions obligataires des financières, donc vous savez que l'interdépendance des financières avec les États s'est accrue depuis la crise de 2008, on est à 80% des émissions obligataires mondiales. Alors, quels impacts pour les métiers de la finance? Qui est concerné par ces sujets? Alors évidemment, ceux qui traitent du risque souverain, les gestionnaires d'actifs, les personnes en charge du contrôle des risques, de la gestion de bilan, les économistes. Et une manière de regarder cette question pourrait être, à l'aune d'une expertise ad hoc, de se dire, eh ben, je regarde des actifs qui sont du même niveau de risque aujourd'hui, en termes de spread, de CDS ou de rating, et j'essaye de voir si ces déterminants énergie et climat vont être des facteurs de divergence de risque demain et après-demain. Ce sujet de la résilience énergie-climat, il impacte aussi le financement des investissements en infrastructure, parce qu'il impacte les coûts en CAPEX et en OPEX, et parce que dans le montage de ces projets d'infrastructure, il y a une dimension directe et indirecte de risque souverain, et que c'est une prime de risque qui doit être intégrée dans le montage de ce type de projet. Et puis, c'est naturellement quelque chose qui a un impact sur les corporates. Lafarge dispose de la deuxième plus grande cimenterie en Égypte, mais la deuxième plus grande cimenterie mondiale en Égypte, mais n'a pas été en capacité de la faire tourner à pleine capacité parce que lors des derniers mois, régulièrement, le gouvernement égyptien a interrompu les approvisionnements en gaz, et c'est évidemment un sujet extrêmement important en termes de rentabilité. Et d'une manière générale, pour comprendre
le business model et la profitabilité des utilities et des industries énergie intensives, c'est important de comprendre la résilience énergie-climat des économies dans lesquelles ces entreprises opèrent. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'on a essayé de créer les projets dont vous a parlé ce matin et qu'on a créé Beyond Ratings en rassemblant une équipe d'économistes, de statisticiens, de spécialistes du secteur de la finance et de l'énergie. On est parti d'une équation assez simple en essayant de penser à une finance utile, chère au cœur de nombre d'entre nous, en se disant l'énergie et le climat, ça impacte la qualité des dettes. Les dettes publiques, ça a une fonction qui est extrêmement importante, d'intérêt général, le financement des économies. C'est aussi le réceptacle d'investissements de long terme, d'épargne de long terme, d'assurance vie, de fonds de pension. Mais c'est aussi, comme l'a rappelé Gaël, ces dettes publiques, le vecteur de financement de la transition énergétique. Et donc on boucle avec le premier point. Et l'utilité sociale de la finance, c'est bien d'éclairer les risques et de les gérer. Et c'est donc ces 3 points qui nous ont amenés à développer Beyond Ratings. Donc, fort de notre équipe, on déploie une offre de services qui repose sur un certain nombre de valeurs. Je vais juste en dire 2 mots. Une valeur d'intégrité qui nous semble importante, c'est-à-dire que ce qu'on propose dans Beyond Ratings, ce n'est pas une vision de militant. C'est une approche de la matérialité financière des risques. Donc c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qu'on essaye de regarder finement, objectivement, avec des chiffres et des analyses quantitatives et qualitatives. Ce qu'on souhaite aussi, c'est d'être extrêmement transparent dans notre méthodologie. Et au travers de notre approche, notre objectif est de permettre de discriminer les risques, d'interpréter les signaux faibles et forts à court terme et à long terme, et d'apporter à nos clients une vision prospective. Pour remplir cet objectif, on a développé une méthodologie innovante qui nous permet de refléter cet impact systémique des enjeux énergie-climat en matière de risque souverain. Vous avez ici représenté les 4 piliers classiques de l'analyse de risque souverain, l'analyse de la dynamique de croissance, le budget de l'État, naturellement, les risques externes et la stabilité sociale et politique. Ce qui est extrêmement frappant avec ces enjeux énergie-climat, c'est qu'ils impactent de manière substantielle chacun de ces piliers et de manière très diversifiée entre les pays. Sur la dynamique de croissance, on a, comme l'évoquait Gaël, un accès à l'énergie qui détermine le niveau du PIB potentiel. Si vous prenez l'Afrique du Sud, la capacité productive de l'Afrique du Sud est limitée par les insuffisances du système électrique du pays et pour plusieurs points du PIB national. Évidemment, des problèmes de compétitivité de l'offre liés au prix de l'énergie. Quand on regarde le budget de l'État, il y a des dépenses et des recettes qui sont liées au secteur énergétique. De temps en temps, il existe même une fiscalité climat. Il y a aussi une grande diversité en termes d'actifs énergétiques nationaux. Et si on fait un petit travail qui consiste à rapprocher la valeur de ces actifs énergétiques nationaux à la dette externe des pays, on a une variation d'un facteur 1 à 1000 entre des pays comme la France et le Japon d'un côté et le Canada de l'autre. Des risques externes en termes d'impact sur les termes de l'échange. Le déficit commercial français énergétique, c'est 70 milliards d'euros par an à peu près, soit à peu près l'intégralité du déficit commercial total. L'impact sur le besoin de financement externe. L'interruption, on a quand même inventé le concept de déficit de la balance commerciale hors énergie en France. Et c'est un bon concept. Alors il est même devenu négatif, ça c'est ennuyeux. Mais on avait quand même fait disparaître 65 milliards. Ça va se réduire maintenant, parce que la facture va baisser. Ça va se réduire. Des questions de risque de change, la situation russe illustre bien le sujet de ce point de vue, mais dans un certain nombre de pays émergents également. Et puis des facteurs sur la stabilité sociale et politique, des conflits internes ou externes liés à l'accès à l'énergie, des facteurs d'atténuation des fragilités sociales et économiques, et puis une question importante de la qualité de la gouvernance des stratégies énergie-climat dans chacun des pays.
Donc on a développé des indicateurs, de la capacité à sourcer des données pour pouvoir éclairer l'ensemble de ces points et les évaluer et donner une vision d'ensemble de la manière dont ces enjeux énergie-climat impactent pour chacun des pays la qualité des dettes. Très rapidement pour conclure, cette expertise, elle se traduit de la manière suivante. On fournit des notes, des scores, qui permettent d'apprécier cette contribution des enjeux énergie-climat à la qualité de la dette aujourd'hui, demain et après-demain, à court terme et à long terme. Ces notes, ce n'est pas uniquement quantitatif, comme pourrait le laisser croire le mot scoring, mais c'est bien le résultat d'une analyse à la fois quantitative et qualitative. Et cette analyse, elle est étayée par des rapports qui viennent décrire, expliciter la pondération des appréciations que l'on produit pour chacun des pays. Et puis, comme on l'évoquait avec Gaël tout à l'heure, tout ce travail se nourrit du programme de R&D que Gaël coordonne, dans lequel on se dote progressivement d'outils de modélisation prospective quantitatif de ces impacts macroéconomiques liés à l'énergie. Voilà, notre offre de service, et j'en terminerai par là, elle se structure essentiellement autour d'une offre d'abonnement à cette analyse du risque souverain et de ses déterminants énergie-climat. Ce sont des rapports pays, des notes, de l'accès à la base de données, des news, des alertes, une note de conjoncture mensuelle. Mais on a aussi la capacité d'intervenir de manière plus spécifique, plus ponctuelle, à la demande de nos clients, pour conduire des stress tests, regarder des portefeuilles obligataires, avoir une approche sur un secteur ou un pays spécifique et faire de l'appui méthodologique interne. Nos clients étant ceux que vous trouvez à droite au sein des institutions financières, des banques, des compagnies d'assurance et des fonds d'investissement. Je vous remercie de votre attention.